Je me suis lancé dans la musique par hasard. C'est devenu la passion de ma vie. Peu de phrases ont jamais capturé aussi parfaitement une vie. Ces simples mots, prononcés par Clive Davis lui-même, sont devenus le résumé discret de l'une des carrières les plus influentes que l'industrie du divertissement ait jamais connue. Le 22 juin 2026, Clive Davis est décédé paisiblement à son domicile de Manhattan, à l'âge de 94 ans, entouré de la famille qui l'avait accompagné tout au long de l'extraordinaire voyage qui a transformé à la fois sa vie et l'histoire de la musique populaire. Devant les fenêtres de son appartement, la ville de New York continuait à avancer à son rythme incessant, ses rues animées de circulation, de conversation et de lumières clignotantes qui ne s'arrêtent jamais pour personne. Mais à l'intérieur, une époque s'achève tranquillement. L'homme dont les instincts avaient façonné les voix, les chansons et les carrières qui ont défini des générations avait disparu, laissant derrière lui un silence qui semblait impossible à mesurer. Il a survécu aux révolutions industrielles, aux chagrins personnels, aux controverses publiques, aux batailles d'entreprise et à d'innombrables changements dans la culture populaire, mais d'une manière ou d'une autre, son influence n'a jamais diminué. Ce que Clive Davis a laissé derrière lui était bien plus que des récompenses de la richesse ou des titres professionnels. Il a laissé un héritage musical extraordinaire qui s'étend sur plus de 6 décennies, une fortune bâtie grâce à une vision remarquable et une famille dont la déclaration sincère reflète non seulement la perte d'un dirigeant légendaire, mais aussi d'un père mentor et ami dévoué. Pour des millions d'auditeurs à travers le monde, il était bien plus que l'homme dont le nom figurait au générique de l'album. Il a été l'architecte d'innombrables carrières, le faiseur de rois, qui a changé à plusieurs reprises l'orientation de la musique populaire, simplement en croyant aux artistes avant tout le monde. Pour comprendre à quel point cette réalisation était remarquable, il faut revenir au début. Clive J. Davis est né le 4 avril 1932 à Brooklyn, New York, et a grandi dans le quartier de Crown Heights, aux côtés de ses parents Herman et Florence Davis. Son père travaillait à la fois comme électricien et comme vendeur de cravates ambulant tandis que sa mère se consacrait à la famille. Rien dans leur modeste foyer ne laissait présager qu'un jour leur fils deviendrait l'une des figures les plus puissantes que l'industrie musicale ait jamais connue. La vie a porté des coups dévastateurs à Clive bien avant que le succès ne le trouve. Au cours de son adolescence, la tragédie a frappé 2 fois de suite ses 2 parents étant décédés à seulement 2 ans d'intervalle. Soudainement, orphelin, il a emménagé dans la maison de sa sœur mariée, dans le Queens, contraint de grandir bien plus tôt que la plupart des jeunes ne l'imaginent. Pour beaucoup, ce genre de perte aurait pu fermer toutes les portes importantes de la vie, mais pour Clive Davis, cela est devenu le début d'une toute autre histoire. Même au milieu du deuil, son intelligence extraordinaire n'a jamais cessé d'ouvrir des opportunités. Il a été admis à l'université de New York, où il a obtenu un diplôme magna cum laude en 1953, avec un diplôme en sciences politiques. Puis vint une autre étape qui semblait presque incroyable. Le jeune homme qui avait récemment perdu ses 2 parents a obtenu une bourse complète à la faculté de droit de Harvard, prouvant que la détermination pouvait parfois surmonter des circonstances qui semblaient impossibles. Harvard est devenu un autre tournant dans une vie déjà façonnée par la résilience. Davis est diplômé de la Harvard Law School en 1956. Et est entré en pratique juridique privée dans un cabinet d'avocats de New York, commençant ce qui semblait être une carrière parfaitement respectable, mais tout à fait ordinaire. À ce stade, rien ne laissait penser qu'il serait un jour associé à la musique. Son avenir semblait destiné aux salles d'audience, aux contrats et aux négociations juridiques, plutôt qu'aux scènes de concert et aux studios d'enregistrement. Puis le destin a tout changé en douceur. Le cabinet d'avocats de Davis représentait CBS comme l'un de ses principaux clients. Et grâce à cette relation, il accepta un poste d'avocat adjoint chez Columbia Records, la division d'enregistrement de la société, alors qu'il n'avait que 28 ans. Il est entré dans l'industrie musicale non pas en tant que producteur-chanteur ou auteur-compositeur, mais en tant qu'avocat, révisant les contrats derrière les portes de son bureau. Ce qui semblait être une mission juridique de routine allait finalement devenir l'un des changements de carrière les plus importants de l'histoire du divertissement. Son ascension au sein de Columbia Records s'est produite à une vitesse étonnante. Davis est passé d'avocat adjoint à avocat général, puis à vice-président administratif impressionnant, les dirigeant par son esprit vif, son leadership calme
et sa remarquable capacité à reconnaître les opportunités. En 1967, à seulement 35 ans, il était devenu président de Columbia Records, l'un des labels de disques les plus importants et les plus influents au monde. Le jeune avocat de Brooklyn prenait soudain des décisions qui allaient remodeler l'avenir de la musique moderne, même s'il n'avait jamais travaillé lui-même derrière une console d'enregistrement. Les gens se demandaient souvent comment un avocat sans formation musicale formelle était devenu l'un des plus grands dénicheurs de talents de l'histoire. La réponse était étonnamment simple. Contrairement à de nombreux dirigeants qui observaient les artistes uniquement à travers des projections de vente et des rapports financiers, Clive Davis écoutait véritablement de la musique. Il a écouté avec une attention totale à la recherche d'émotions, d'originalité et de cette qualité impossible qui sépare un artiste mémorable d'une superstar unique dans une génération. Les initiés de l'industrie ont finalement commencé à qualifier son cadeau de « oreille en or ». C'est un instinct presque étrange qui lui a permis d'entendre une chanson ou de découvrir un interprète et de reconnaître immédiatement la grandeur commerciale bien avant le public. À maintes reprises, il a identifié des artistes que d'autres dirigeants avaient négligés, se bâtissant ainsi une réputation qui semblait presque mythique au sein de l'industrie du disque. Sa confiance dépendait rarement des tendances, car il faisait avant tout confiance à son propre jugement musical. Au cours de ses années à la tête de Columbia Records, Davis a constitué une liste qui se lit aujourd'hui comme une aile entière du Rock and Roll Hall of Fame. Il a signé ou défendu des artistes légendaires, dont Janis Joplin Santana, Bruce Springsteen, Billy Joel Aerosmith et Earth, Wind & Fire. En regardant des décennies plus tard, cela ressemble moins à la liste d'artistes d'une maison de disques qu'à une collection de monuments culturels qui ont changé de façon permanente la musique populaire. Une histoire illustre parfaitement à quel point son instinct pouvait être intrépide. Au début des années 1970, Davis a assisté à une représentation d'un groupe relativement inconnu de Boston appelé Aerosmith au Max Kansas City à New York. La plupart des dirigeants ont vu un autre groupe de rock en difficulté espérer faire une pause. Davis a vu de futures superstars. Le groupe n'a jamais oublié cette décision et des années plus tard, Steven Tyler lui a rendu hommage en mentionnant directement Clive Davis dans la chanson No Surprise d'Aerosmith de 1979, immortalisant le dirigeant qui croyait en eux avant le monde. Le succès ne l'a cependant pas protégé de la controverse publique. En 1973, Clive Davis a été licencié de Columbia Records à la suite d'allégations d'utilisation abusive des fonds de l'entreprise, au cours de ce qui est devenu largement associé aux enquêtes sur les paiements de l'industrie. L'histoire a fait la une des journaux apparaissant dans des publications majeures, notamment Rolling Stone, et a transformé l'un des dirigeants les plus respectés du monde de la musique au centre d'une crise professionnelle hautement publique. Pour quelqu'un qui a passé des années à faire de Columbia une puissance industrielle, l'expérience a été à la fois humiliante et profondément douloureuse. Beaucoup de gens auraient tranquillement accepté la défaite après une telle chute publique. Revenir au droit ou accepter un poste de consultant confortable aurait semblé être la voie la plus sûre et la plus simple. Clive Davis a choisi quelque chose de complètement différent. Au lieu de laisser la controverse définir son héritage, il a décidé de tout recommencer à zéro, prouvant que l'échec ne constituerait jamais le dernier chapitre de son histoire. Un an plus tard seulement, en 1974, il fonde Arista Records, et ce qui suit devient l'un des plus grands seconds actes que l'industrie musicale ait jamais connu. Sous sa direction, Arista a présenté Barry Manilow et Patti Smith à un public plus large, a contribué à restaurer le succès commercial d'Aretha Franklin et est resté l'un des labels dominants de la musique populaire pendant plus de 2 décennies. Davis ne s'était pas simplement remis d'un désastre professionnel. Il avait reconstruit un empire encore plus grand que celui qu'il avait perdu. Puis vint la décision que beaucoup considèrent encore comme le moment déterminant de son extraordinaire carrière. En 1983, Clive Davis a assisté à un spectacle d'une chanteuse inconnue de 19 ans nommée Whitney Houston à la discothèque Sweetwaters de Manhattan, où elle est apparue aux côtés du numéro de cabaret de sa mère. Presque immédiatement, il reconnut quelque chose d'extraordinaire. Avant que le reste de l'industrie musicale ne comprenne ce à quoi ils étaient témoins, Davis a signé Whitney Houston, faisant confiance à des instincts qui lui avaient rarement fait défaut auparavant.
C'était un énorme acte de foi, surtout pour quelqu'un qui possédait déjà une influence inégalée dans le secteur du disque. Il n'avait aucun besoin professionnel de miser sur un adolescent qui n'avait jamais sorti d'album commercial. Pourtant, Davis croyait avoir découvert une voix qui ne ressemblait à aucune autre, et il s'est pleinement engagé à aider cette voix à atteindre le monde. Sa confiance s'avérera finalement l'une des décisions les plus importantes de l'histoire de la musique populaire. Clive Davis a fait bien plus que signer un contrat d'enregistrement avec Whitney Houston. Il est devenu l'un des principaux architectes de sa carrière, sélectionnant soigneusement les chansons, façonnant les albums, guidant la direction artistique et contribuant à façonner l'image publique qu'il a transformée en une icône mondiale. Album après album, tournée mondiale après tournée mondiale, il est resté profondément impliqué dans chaque étape de son remarquable succès. Grâce à ce partenariat, Whitney Houston a vendu plus de 200 millions de disques dans le monde et s'est assuré sa place parmi les plus grandes chanteuses de tous les temps. Leur relation a progressivement évolué vers quelque chose de bien plus profond qu'un partenariat commercial traditionnel. Davis est restée l'une des confidentes professionnelles les plus proches de Houston, tout au long de sa carrière, la soutenant lors de ses triomphes ainsi que lors de ses luttes personnelles. Lorsqu'elle est décédée tragiquement en 2012, il a pleuré non seulement la perte d'une artiste, mais aussi celle de quelqu'un en qui il avait cru depuis le début. Leur histoire était devenue indissociable. Son lien avec Whitney Houston est resté fort même après son décès. En 2022, Davis a été productrice du film biographique I Wanna Dance With Somebody, garantissant que sa vie et son extraordinaire talent seraient présentés avec honnêteté et respect. L'acteur Stanley Tucci, nominé aux Oscars, a interprété Davis dans le film capturant la détermination discrète du dirigeant qui a contribué à façonner l'une des plus grandes carrières de l'histoire de l'enregistrement. Même des décennies après avoir découvert Whitney Clive, Davis aidait toujours à raconter son histoire. Remarquablement, son appétit pour la découverte de talents ne s'est jamais démenti. En 1989, il cofonde LaFace Records aux côtés de Elle, Harid et Kenneth Babyface. Edmonds créant ainsi un label qui dominera le R&B et la pop tout au long des années 1990 et au début des années 2000. Des artistes tels que TLC, Toni Braxton et Usher sont devenus des voix déterminantes de leur génération sous la bannière LaFace, prouvant une fois de plus que Davis possédait une capacité inégalée à reconnaître une grandeur durable avant tout le monde. Lorsqu'il a finalement quitté Arista la retraite, ne lui a jamais traversé l'esprit. Au lieu de cela, il a lancé J Records en 2000, nommant la société d'après son initiale G, une lettre partagée par chacun de ses 4 enfants, rendant le label profondément personnel dès le début. Grâce à J Records, il a présenté Alicia Keys au monde, tout en revitalisant les carrières de légendes établies dont Luther Vandross et Rod Stewart. Même si l'industrie musicale se transformait autour de lui, Clive Davis continuait à façonner son avenir avec la même confiance remarquable qui avait défini sa carrière pendant des décennies. La reconnaissance a naturellement suivi. En 2001 à 68 ans, il est nommé numéro 1 mondial du secteur A et R, un honneur qui reflète non seulement son succès commercial inégalé, mais aussi son extraordinaire don pour découvrir des artistes qui laisseront des traces permanentes dans l'histoire de la musique. À cette époque, Clive Davis n'était plus simplement un cadre travaillant dans les coulisses. Il était devenu l'une des personnalités les plus respectées, les plus influentes et les plus durables que le monde du divertissement ait jamais connu un homme dont les instincts ont changé à jamais la bande originale d'innombrables vies. Mais comment tout cela s'est-il traduit exactement par une fortune de 850 millions de dollars? Passons à l'argent. La fortune d'où proviennent 850 millions de dollars. Écoutez, quand les gens disent que Clive Davis a laissé derrière lui une fortune stupéfiante, ils n'exagèrent pas. Selon Celebrity Net Worth, sa succession est estimée à 850 millions de dollars. Certaines sources estiment ce montant encore plus élevé, plus proche de 900 millions de dollars. Et oui, la carrière musicale était la base. Mais cette fortune s'est construite par étapes. Commencée par l'évidence. Des décennies de salaires et de primes pour les dirigeants de certains des plus grands labels du secteur. Davis a été président de Columbia Records fondateur et président d'Arista Records président et PDG de RCA Music Group et directeur de la création de Sony Music Entertainment.
Chacun de ces rôles s'accompagnait d'importantes rémunérations sur plusieurs décennies. Nous parlons d'une carrière qui s'étend de 1960 jusqu'à la fin de sa vie à 94 ans. Ensuite, il y a les capitaux propres. Lorsque vous fondez une maison de disques, qui devient une centrale électrique, vous en détenez généralement des actions. Arista Records n'était pas seulement un travail pour Davis, c'était son entreprise. L'avantage financier de cela seul est énorme, mais c'est ici que beaucoup de gens sont surpris. Clive Davis était également profondément stratégique quant à son argent en dehors de la musique. Il a rassemblé une collection d'art comprenant des œuvres de Pablo Picasso, Marc Chagall et Andy Warhol. Les experts en art ont estimé à elle seule sa collection à plus de 100 millions de dollars. Et contrairement à l'argent liquide sur un compte bancaire, l'art ne s'apprécie qu'avec le temps. L'immobilier était un autre pilier. Davis possédait un superbe duplex sur Park Avenue à Manhattan, l'un des codes postaux les plus chers de la planète. Il possédait également un domaine à Pound Ridge, New York, dans le comté de Westchester. Et au-delà de ses propriétés personnelles, il a fondé Park Royal Capital, sa propre société de capital investissement axée sur l'immobilier commercial avec un portefeuille de près de 2000 unités dans des communautés d'habitation multifamiliales. L'homme ne se contentait pas de ses revenus musicaux. Il accroissait activement sa richesse grâce à des investissements intelligents. Et puis, il y a les revenus d'édition et de redevances. Lorsque vous avez passé 6 décennies à façonner la carrière d'artistes qui ont vendu collectivement des centaines de millions d'albums, les flux de redevances attachés à ces catalogues sont importants et continus. Nous parlons de musique que les gens continuent de diffuser, d'accorder des licences pour des publicités, d'échantillonner de nouveaux disques et de découvrir pour la première fois chaque jour. Ces revenus ne s'arrêtent pas, cela s'aggrave. Pour un homme faisant partie de la liste de Clive Davis, les conséquences financières de cette musique sont essentiellement infinies. Mais derrière tous les chiffres, l'immobilier et la collection d'art, il y avait quelque chose que Clive Davis appréciait par-dessus tout. Et honnêtement, c'est ce qui fait que cette histoire est différente. La famille qu'il a bâtie. Malgré tout le faste des soirées Grammy et les relations milliardaires avec l'industrie, Clive Davis était de l'avis de tous un père de famille dévoué. Il s'est marié 2 fois d'abord avec Helen Cohen, de 1956 à 1965, puis avec Janet Adelberg, de 1965 à 1985. Les 2 mariages se sont soldés par un divorce, mais ces relations lui ont donné 4 enfants. Et ces 4 enfants étaient le centre de son monde. Son fils aîné Fred, né en 1960, est devenu un éminent banquier d'investissement dans les médias et associé du groupe Rain. Sa fille Lorraine, née en 1962, est avocate en divertissement et professeure d'art à la Tisch School of the Arts de l'Université de New York, le même programme qui porte le nom de son père, le Clive Davis Institute of Recorded Music. Son fils, Mitchell, né en 1970, est devenu directeur du divertissement et promoteur de concerts. Et son plus jeune fils, Doug, né en 1974, est devenu directeur musical et producteur de disques lauréat d'un Grammy Award, suivant directement les traces de son père. Comme mentionné précédemment, Davis a même nommé son label J Records, d'après l'initiale qu'il partageait avec ses 3 fils. La famille n'était pas seulement importante pour lui. Cela était intégré à tout ce qu'il construisait. Il était également un grand-père incroyablement dévoué envers ses 8 petits-enfants et a même vécu jusqu'à voir l'arrivée de 2 arrière-petits-enfants. Dans un message d'anniversaire de 2021, il a écrit qu'il passait son anniversaire avec ses enfants et petits-enfants et qu'il était sur le point d'accueillir son premier arrière-petit-enfant. Il a ajouté que sa famille, ses amis et ses projets contemporains l'ont gardé jeune. Dans ces dernières années, Davis a partagé sa vie avec son partenaire de longue date, Greg Schriffer, architecte d'intérieur et agent immobilier. Le couple partageait son temps entre le duplex de Davis' Park Avenue à Manhattan et son domaine à Pound Ridge, New York. Davis s'est prononcé publiquement comme dans ses mémoires de 2013. La bande originale de ma vie, ouvrant une conversation plus large sur l'identité et l'authenticité à tout âge. Lorsque Davis est décédé le 22 juin 2026, à l'âge de 94 ans à son domicile de Manhattan, la famille a publié une déclaration qui disait tout. Ses enfants ont écrit
Notre père était une légende musicale emblématique dont la vision, les instincts et la recherche incessante de l'excellence ont façonné la bande originale d'innombrables vies. Pour sa famille, Clive était papa et grand-père, la présence constante au centre de nos vies, la source de sagesse, de force, d'encouragement et d'amour inconditionnel. Ils ont continué à travers chaque chapitre de sa vie remarquable. La famille est restée la plus grande fierté et la plus profonde joie de Clive. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement une figure imposante, dont l'influence a changé la musique pour toujours, mais aussi l'homme qui a dirigé notre famille avec grâce, générosité et gentillesse. Si cela ne vous fait pas ressentir quelque chose honnêtement, qu'est-ce qui le fera? Et qu'en est-il de l'héritage qu'il laisse derrière lui, non seulement à sa famille, mais aussi à la musique, à la culture, à l'industrie, qu'il a essentiellement reconstruite de l'intérieur, l'héritage plus que l'argent. Voici ce qu'il en est de la fortune de 850 millions de dollars de Clive Davis. C'est presque hors de propos, car la véritable monnaie avec laquelle cet homme faisait du commerce était l'influence. Et de ce point de vue, le calcul est presque incompréhensible. Pensez aux artistes qu'il a directement façonnés. Janis Joplin Santana, Bruce Springsteen, Billy Joel, Aerosmith, Earth, Wind and Fire, Barry Manilow, Aretha Franklin, Whitney Houston, Alicia Keys, TLC, Tony Braxton, Usher, Luther Vandross, Rod Stewart, Pink Floyd. Ce ne sont pas que des artistes. Ils sont la bande originale de plusieurs générations de la vie américaine. Et Clive Davis avait ses empreintes digitales sur tout ça. Ce qui a rendu Davis particulièrement remarquable, c'est sa capacité à garder une longueur d'avance pendant plus de 60 ans. La plupart des dirigeants du secteur musical dominent une époque et ont du mal à s'adapter lorsque les goûts changent. Clive Davis n'a cessé de se réinventer aux côtés de l'industrie. Qu'il s'agisse de rock de soul, de R&B de pop ou de musique contemporaine, il a prouvé à plusieurs reprises que ses instincts n'étaient pas liés à une tendance. Ils étaient liés au talent. Il a remporté 5 Grammy Awards, dont le Grammy Trustees Award et le Grammy Lifetime Achievement Award. Il a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en 2000 en tant que non-interprète, ce qui constitue l'une des reconnaissances les plus rares et les plus significatives que l'industrie puisse accorder. Vous devez être considéré comme véritablement transformateur pour entrer au temple de la renommée sans jamais prendre un instrument vous-même. Il a également investi de l'argent et de l'énergie dans l'éducation musicale. En 2002, il a fait don de 5 millions de dollars à la Tisch School of the Arts de l'Université de New York pour créer un programme de musique. Il a fait don de 5 millions de dollars supplémentaires en 2011 et le programme a été rebaptisé Clive Davis Institute of Recorded Music en son honneur. Ce programme a formé des générations de professionnels de l'industrie musicale, son héritage enseignant littéralement la prochaine vague de l'industrie qu'il a contribué à créer. Son gala annuel pré-Grammy qu'il a organisé pendant des décennies était l'une des invitations les plus convoitées du monde du divertissement. Stars dirigeants, politiciens, stars de tous les horizons de l'industrie, tout le monde voulait être dans cette salle. Ce n'était pas seulement une fête, c'était une déclaration. Si Clive Davis vous a invité, cela signifiait quelque chose. S'il vous a présenté depuis la scène, encore plus. Le gala est devenu une institution à part entière, une soirée où l'industrie musicale se réunissait, non pas pour remettre des trophées, mais simplement pour être en présence de celui qui l'avait façonné. En 2025, Davis a accueilli l'édition du 50e anniversaire de l'événement qui a également servi de collecte de fonds pour les héritiers de la musique à la suite des incendies de forêt catastrophiques de Los Angeles. Même à 92 ans, il était toujours celui que tout le monde venait voir. Lors de son dernier événement, Grammy, l'ancien président Barack Obama, est apparu via un hommage vidéo et a réfléchi sur l'impact de Davis sur la musique. C'est un moment qui a capturé quelque chose d'essentiel sur qui était Clive Davis, un homme assez puissant pour attirer un ancien président vers son parti, mais dont le véritable héritage résidait dans les chansons, pas dans la célébrité. Il a documenté sa vie et sa philosophie dans ses mémoires The Soundtrack of My Life, publié en 2013, un livre dans lequel il s'est également révélé publiquement bisexuel, ouvrant ainsi une conversation culturelle plus large sur l'identité et l'authenticité à tout âge. Il a également fait l'objet du documentaire acclamé Clive Davis, The Soundtrack of Our Lives, qui a donné au public un rare regard intime sur l'esprit derrière la musique.
Les deux constituent un visionnage essentiel pour quiconque souhaite comprendre comment l'industrie musicale moderne s'est réellement construite, pas seulement les succès, mais aussi la vision, le risque et la volonté incessante qui a alimenté tout cela. Et à travers tout cela, les scandales, les licenciements, les retours, les chagrins, les triomphes. Clive Davis est resté à la table, travaillant toujours en tant que directeur de la création chez Sony Music Entertainment jusqu'à 90 ans. Toujours celui que tout le monde voulait impressionner, toujours l'homme dont l'approbation signifiait quelque chose. Dans une industrie qui détruit les gens et les rejette avant qu'ils n'atteignent 50 ans, Clive Davis était toujours pertinent, toujours influent et travaillait toujours à 94 ans. Cela seul vous dit tout ce que vous devez savoir sur qui il était. C'est un héritage qu'aucune somme d'argent ne peut pleinement capturer. Et voilà la vie extraordinaire, la fortune faramineuse et l'histoire profondément humaine de Clive Davis. D'un adolescent sans rien à Brooklyn, dont les deux parents sont partis avant d'avoir terminé ses études secondaires, à un homme valant près d'1 milliard de dollars, qui a contribué à écrire la bande originale de toute l'ère musicale moderne. Il laisse derrière lui 4 enfants accomplis, 8 petits-enfants, 2 arrière-petits-enfants, un partenaire qui l'aimait et un monde de musique qui sonne comme il le fait, parce qu'il y était. Pas mal pour un avocat du Queens. Si cette histoire vous a ému, si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, ou si vous avez simplement une nouvelle appréciation pour l'homme derrière certaines de vos chansons préférées de tous les temps, appuyez sur ce bouton. J'aime et abonnez-vous pour ne jamais manquer une histoire comme celle-ci. Et déposez un commentaire ci-dessous. Selon vous, quelle découverte de l'artiste de Clive Davis a été la plus significative? Whitney Houston, Bruce Springsteen, Alicia Keys, parlons-en. Nous vous reverrons dans le prochain.